de l'écrivain. C'est avec une certaine émotion que je vais vous présenter une des séries de fantasy qui m'a le plus transportée. Qui est sans doute la série de fantasy qui m'a le plus transportée de ma vie. Je l'ai découvert comme beaucoup certainement lorsque la série télévisée qui adapte la série de livres est sortie sur HBO en 2011 il me semble. Je me souviens fort bien que j'étais en vacances, c'était l'été, il faisait chaud, j'avais envie de me vautrer devant la télé. C'est ce que j'ai fait et j'ai mangé tous les épisodes de la première saison du Trône de Fer en 2 jours. Et après, j'étais en manque, donc j'ai acheté les livres. Elles n'étaient pas toutes encore sorties en intégrale. J'ai les 5 intégrales de chez J'ai lu, et je crois même que pour la 5e intégrale n'était pas encore sortie, et j'ai les grands formats parce que je n'étais pas patiente. Donc j'ai les 5 de chez J'ai lu. Je suis un peu moins fan de l'esthétique qui est inspirée de la série télévisée, bien que la série télévisée soit pour moi de très très bonne facture. Mais j'ai un petit peu, je préfère quand c'est une illustration plus qu'une image promotionnelle de la série télévisée, parce que c'est un petit peu pas tout à fait la même chose. Je ne peux pas toutes vous les présenter parce que je n'ai que celle-là dans ma bibliothèque, l'autre est dans mon autre bibliothèque qui n'est pas chez moi. Mais je peux vous présenter quand même les 5 livres qui ont d'abord été découpés par Pygmalion pour être vendus plus facilement, entre guillemets, et réunis chez J'ai lu en intégrale, ce qui veut dire qu'une intégrale de chez J'ai lu correspond à un livre de chez Bantam Books. Je vous présente A Game of Thrones. Après, c'est A Clash of Kings. Le deuxième, chez Bantam Books. Alors évidemment, je ne les ai pas lus en anglais encore. Je ne sais pas si sur la relecture, je vais les lire en français ou en anglais. Je ne sais plus où les mettre, les livres. Alors après, c'est A Feast of Crows, si je ne me trompe pas. A Feast for Crows, pardon. A Storm of Swords. Et enfin, le très attendu A Dance with Dragons. Le 6e livre qui est attendu, c'est Winds of Winter, qui va sortir, j'espère, dans pas trop longtemps. Alors, je suis pas ultra fan de l'esthétique. Bon, ça, c'est le coffret du coup de A Game of Thrones chez Bantam Books. C'est un coffret qui est pas cher si vous voulez regarder sur le site de la Fnac ou Amazon. Où c'est que vous achetez vos trucs d'habitude, ou chez votre crémier. Honnêtement, ces éditions-là, je crois que c'est un coffret qui coûte 32 €. Je viens de regarder vite fait là sur le site de la Fnac. Je les trouve pas belles. C'est pas très très joli. Je préfère vraiment les éditions chez J'ai lu. Celles de Pygmalion sont pas belles non plus. Je les ai vues. En plus, elles sont... l'esthétique est vraiment passée, mais c'est des livres qui ont été commencés à écrire en 91. Donc c'est peut-être une publication de la fin des années 90 chez Pygmalion. Mais je suis pas fan du tout. Il y a un ordre de lecture chronologique. Pour House of Dragons, donc c'est Fire and Blood, tome 1 et 2. Il me semble que celui-là réunit les deux, j'espère. Donc Feu et Sang, Fire and Blood ou House of the Dragons, c'est un préquel à l'histoire de A Game of Thrones. Oui voilà, donc c'est l'intégrale que j'ai en théorie. Il y a également les chroniques du Chevalier Errant, avec le Chevalier Errant, l'épée de Lige et l'œuf du dragon. Il y a la danse des dragons dans Dangerous Woman. Donc je les ai achetées toutes les deux, il me semble. Et il y a 2 autres spin-offs, c'est Vaurien et Épée et Magie, qui sont dans l'anthologie Vaurien et dans l'anthologie Épée et Magie. J'ai lu tout le Trône de Fer, j'ai lu les Chroniques du Chevalier Errant, donc ce sont 3 nouvelles. Je n'ai pas encore lu La Danse des Dragons, ni Fire and Blood.
ni Vaurien ou Épée et Magie, qui sont dans deux anthologies différentes. Bref, donc on va se concentrer tout d'abord sur le trône de fer. Donc le trône de fer, c'est à la fois un univers fantasy qui est extrêmement bien imaginé. C'est une histoire de famille, de plusieurs dynasties, de plusieurs royaumes qui sont extrêmement bien pensés également. Ce sont des histoires de guerre, ce sont énormément de peuples différents qui sont, qu'ils soient humains ou autres, qui sont imaginés. Le résumé du Trône de Fer, la première intégrale qui correspond donc à A Game of Thrones, le premier livre. Après avoir tué le monarque démon Aerys Targaryen II, Robert Baratheon est devenu le nouveau souverain du royaume des Sept Couronnes, tandis que, en son domaine de Winterfell, son fidèle ami, le duc Eddard Stark, rend paisiblement la justice. Mais un jour, le roi Robert lui rend visite, porteur de sombres nouvelles. Le trône est en péril. Stark, qui s'est toujours tenu éloigné des affaires du pouvoir, doit alors abandonner les terres du Nord pour rejoindre la cour et ses intrigues. L'heure est grave, d'autant qu'au-delà du mur qui protège le royaume depuis des siècles, rôdent d'étranges créatures. Donc c'est un univers qui est quand même très vaste. Géographiquement, je vous mettrai une petite carte quelque part. L'essentiel de l'action va se dérouler tout d'abord à Westeros, qui est un continent qui peut ressembler un peu à l'Angleterre, qui est donc tout en longueur. Ce continent a la particularité que dans le nord, donc dans le royaume du Nord, Winterfell, il y a un mur qui sépare le royaume du Nord au-delà du mur. C'est un mur qui a été érigé des milliers d'années auparavant pour protéger le royaume des autres. Donc les autres, ce sont des êtres de glace qui sont légendaires, qui ont menacé en fait d'envahir et de tuer et de faire régner un hiver éternel au final à Westeros. Ça s'est passé tellement longtemps avant l'action concrète qui démarre dans le Trône de Fer que la majorité des gens, sauf ceux qui habitent dans le Nord, considèrent cela comme des légendes, comme des contes de bonnes femmes, des trucs qu'on raconte pour se faire peur. Une des particularités de cet univers, c'est que les saisons durent des années. Il y a un espèce de cycle en fait où les saisons peuvent durer des années, que ce soit 2 ou 3 ou 10, 15. Ce qui fait que ils ont vraiment intérêt quand l'hiver arrive, ce qui est un des leitmotivs qui se dit dans le nord du pays, dans le royaume du Nord. Ils ont vraiment intérêt à faire beaucoup de réserves de nourriture parce que en hiver, il n'y a rien qui pousse. Donc on a... Donc ça, c'est un truc qui est réel, qui fait partie de l'univers, qui est concret. L'histoire des autres, des êtres de glace qui sont au-delà du mur, etc., ce sont des choses qui sont considérées, comme je le disais, comme des légendes ou des contes. En gros, ceux qui habitent dans le sud où il fait chaud, ils n'y croient plus, parce que ça datait d'il y a des milliers d'années. Mais il y a quand même un immense mur de glace qui est présent, avec une garde de nuit la garde de nuit est composée soit de second, troisième, quatrième fils de maisons, donc qui sont des vassaux, enfin des maisons nobles. Ça peut être aussi les commandants, les chefs en gros, peuvent être des second, troisième fils de maisons nobles de premier rang. Et la majorité en fait des gardes de nuit sont surtout des hommes qui vont en fait vendre entre guillemets leur vie à cette garde de nuit pour protéger le royaume, parce que ce sont des assassins, des meurtriers, des violeurs et autres joyeusetés, ou des marchands d'esclaves.
Sauf que les pauvres gars qui sont sur ce mur, donc ils sont habillés de noir. Ce qui veut dire que si n'importe qui dans le royaume croise quelqu'un qui est habillé tout en noir, c'est forcément un garde de nuit. Et s'il est très loin du mur, c'est potentiellement un garde de nuit qui s'est barré, enfin qui a déserté. Donc en gros, ça c'est vraiment un des codes de cet univers. Et ces pauvres gars qui sont en train de garder des espèces de bastions sur cet immense mur, ils sont un peu en train de se geler les miches sur un mur qui est immense, à surveiller des forêts et à surtout subir des attaques de sauvageons, qui sont des tribus d'hommes qui ne sont pas vraiment réunis, sauf que des bruits courent en fait disant qu'il existe un roi humain au-delà du mur, qu'éventuellement c'était un garde de nuit qui a été fait prisonnier, qui rassemble les tribus. Parce que c'est énormément de tribus différentes qui vivent de manière très différente et qui passaient leur temps à se foutre sur la gueule. Sauf que ces tribus-là se réunissent. Donc les gardes de nuit se posent logiquement la question de pourquoi ils ne l'ont jamais fait. Je vais vous lire quelques paragraphes de la première intégrale, donc du premier livre de Game of Thrones. Parce que le prologue qui est extrêmement bien fait, prélude, ça va vous mettre dans l'ambiance directe. Mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Garedd d'un ton pressant, tandis que, peu à peu, l'ombre épaississait les bois alentour. Ces sauvageons sont bel et bien morts. Aurais-tu peur des morts ? Demanda Sir Waymar Royce d'une lippe imperceptiblement moqueuse. Garedd était trop vieux pour relever la pique. En avait-il vu défiler depuis 50 ans et plus de ces petits seigneurs pharaons ? Un mort est un mort, dit-il. Les morts ne nous concernent pas. S'ils sont morts, répliqua doucement Royce, et rien ne prouve que ceci le soit. Will les a vus, et s'il dit qu'ils sont morts, la preuve en est faite pour moi. Will s'y attendait. Tôt ou tard, les deux autres l'embringueraient dans leur dispute. Il aurait préféré tard. Aussi maugréa-t-il. Ma mère m'a appris que les morts ne chantaient pas de chansons. Ma nourrice aussi, rétorqua Royce. Mais ce que serinent les bonnes femmes en donnant le sein sort net, crois-moi. Il est des choses que les morts eux-mêmes peuvent nous enseigner. À ces mots lugubres, la forêt, noyée par le crépuscule, offrit un écho si tonitruant que Garedd s'empressa d'observer. Pas près d'arriver. 8 jours de route, voire 9, et la nuit qui tombe. Et alors ? Dit nonchalamment Sir Waymar Royce, avec un regard dédaigneux vers le ciel. C'est l'heure où elle tombe chaque jour. Le noir t'affolerait, Garedd ? Voilà, un petit peu plus loin. Son cœur alors cessa de battre, et un long moment, il n'osa respirer. La lune éclairait les lieux de plein fouet, les cendres du foyer, l'auvent tapissé de neige, la falaise, le ruisseau à demi gelé. Tout se trouvait exactement dans le même état que quelques heures auparavant. Tout. Sauf qu'ils étaient partis. Tous les cadavres étaient partis. Bon Dieu, entendit-il alors dans son dos. Une épée rageuse fustigea des branches et Sir Waymar Royce, prenant enfin pied sur la crête, s'y campa, lame au poing, près de l'arbre. Dans son sillage, le vent faisait ondoyer ses damnées bestioles, et non sans noblesse sa silhouette, que nul n'en ignore, se découpait contre le firmament. « Mais couchez-vous donc !» souffla Will d'un ton sans réplique. « Quelque chose cloche !» Loin de s'émouvoir, Royce se contenta d'abaisser son regard vers la clairière et gloussa. « Eh bien, Will, il semblerait que tes macabres ont levé le camp. » Will demeura sans voix. Les mots qu'il cherchait à tâtons se dérobaient tous. Non, ce n'était pas possible, pas possible. Ses yeux parcouraient en tous sens le bivouac abandonné, buté sur la hache, une énorme hache de guerre à double tranchant, qui gisait là même où il l'avait vue la première fois. Personne n'y avait touché,
une arme de prix pourtant. Je ne vais pas vous en lire plus, mais la caractéristique en fait du prélude, c'est que ces choses dont les contes parlent, dont les chansons que chantent les nourrices, enfin ce que ça évoque, ces choses, ces hommes-là qui gardent un gros mur de glace et qui combattent des sauvageons, eh ben, ces choses se dressent devant eux. C'est des légendes qui courent un peu partout. En gros, dans le sud, où il y a le désert, où il fait chaud, tout ça, les gens se disent « Oh, c'est des conneries ». Dans le nord, le leitmotiv, enfin, la phrase emblématique de la maison Stark, qui est la maison suzeraine du nord, c'est « l'hiver vient ». C'est de rappeler que, en fait, il faut être prudent, qu'il faut être solidaire, qu'il faut engranger du grain, qu'il faut être prudent et qu'il faut croire aussi à ces contes de bonnes femmes qui sont peut-être pas faits que pour faire peur au coin du feu l'hiver quand il fait froid et qu'on s'ennuie parce qu'il n'y a pas de troubadour. Et là, en gros, on a des éclaireurs de la garde de nuit qui sont partis en mission. On a des éclaireurs qui sont chevronnés et qui sont sous les ordres d'un jeune sœur. Un sœur, donc c'est un noble, un lord, qui les dirige. Et en fait, ce lord-là, c'est sa première mission et il faut qu'il accomplisse sa mission. Sauf qu'ils vont se retrouver confrontés à des choses légendaires, à des choses de type des morts qui se relèvent. Donc ça fait flipper. Et je fais juste un bref parallèle en fait à l'adaptation en série télévisée. Je trouve que dans le livre, ce qui a le plus d'impact, c'est quand cet éclaireur qui va s'enfuir, enfin un des éclaireurs, je crois que c'est Will. Will, c'est un gars qui a peut-être 60-70 ans. Il est là depuis 50 ans à la garde de nuit. Il a promis de ne pas prendre femme, il a fait le vœu de garder le mur, etc. Ce mec-là, qui est un éclaireur chevronné, il va tellement péter de trouille par rapport à ce qu'il a vu qu'il va s'enfuir alors qu'il sait pertinemment qu'il risque d'être tué s'il se fait récupérer. Donc il s'enfuit, il franchit le mur, il arrive sur les terres des Stark, qui est la famille dirigeante de Winterfell, qui est une des 7 couronnes, mais qui, je vous expliquerai après, et il se fait gauler. Dans la série télé, le mec qui se fait gauler, il a 25 ans, allez, 25-30 ans. Dans les livres, c'est un mec qui fait ça depuis 50 ans. Et je trouve que rien que ça, le fait que ce soit un homme chevronné et pas un bleu qui ait eu suffisamment peur pour s'enfuir et risquer sa peau à se faire choper, ça a un impact plus important si c'est quelqu'un qui est expérimenté. Après, c'est pas bien grave, là je chipote. Mais il n'y a pas que ça. En fait, si vous voulez, cette espèce de menace de mort qui se relève avec des yeux bleus de glace, d'autres, l'armée des morts, tous ces contes, ces histoires-là, ça va agir un peu en fil rouge de menaces tout au long de la saga. Et je fais comme si vous ne connaissiez pas l'univers et comme si vous n'aviez pas vu la série ni lu les livres. Je vous encourage très fortement à faire les deux. Et donc c'est la menace en fait, la menace un peu surnaturelle, horrible, terrifiante, qui menace le royaume entier, c'est-à-dire les 7 couronnes jusque tout en bas. Parce que les contes, ce qu'ils disent, c'est que des milliers d'années avant, quand ils ont érigé avec de la magie un mur de glace pour protéger le royaume de ce qui se retrouve au-delà de ce mur, ils disent que la mer elle a tellement gelé qu'ils pouvaient la traverser pour rejoindre le Essos,
qui est le continent qui est à l'est. Westeros, c'est le continent qui est à l'ouest. Il y a aussi un autre... Enfin, il y a quelques petites îles qui se promènent à droite à gauche aussi, mais qui n'ont pas une importance capitale. Je ne vais pas les nommer. Si vous voulez, au fil du temps, donc c'est la menace fil rouge, on va dire. Ah, et c'est un monde, en fait, le truc que je trouve très intéressant dans le démarrage de cette saga, c'est qu'au début, la magie, en fait, on en parle. On parle de la magie. Bon, il y a des morts qui se relèvent, qui ont les yeux bleus, qui butent des gens. Mais au final, on ne voit pas tant que ça de choses magiques. C'est pas au démarrage, c'est pas un univers où il y a de la magie à tous les coins de rue. Ça, c'est clair et net. Le cœur aussi de l'histoire du Trône de Fer, là je parle aussi de l'ensemble de la saga, c'est les complots. Parce que depuis depuis des décennies, des siècles, les Westeros a été gouverné par la famille Targaryen. La famille Targaryen, c'est des gens qui viennent de Valyria, qui se trouvent à Essos. C'est des gens qui se mariaient beaucoup entre frères et sœurs, qui avaient des caractéristiques physiques qui étaient reconnaissables, avec des cheveux tellement blonds qu'ils étaient presque blancs, des yeux violets ou des yeux rouges, enfin un petit peu une tête d'albinos, on va dire. Et c'est des gens surtout qui pouvaient apprivoiser, dompter et contrôler des dragons. Et c'est pas le petit dragonnet qui est grand comme un cheval, c'est un dragon qui peut te cramer une ville. Ces gens-là, du coup, ils ont conquis Westeros, ils ont réuni les 7 couronnes, il me semble, et ils ont régné pendant des années. Sauf que, à force de se marier entre frères et sœurs, entre cousins et compagnie, il y a des petits défauts de fabrication. Et le dernier roi, en fait, Aerys Targaryen, deuxième du nom, il avait un petit peu l'envie de cramer tout le monde. Je ne sais plus si c'est lui qui a fait fabriquer ce trône. Mais le trône de fer, en fait, c'est un trône qui a été fabriqué à partir des épées des ennemis qui ont été battus. Donc des gens qui se sont agenouillés devant le roi pour le reconnaître. Et c'est un trône qui a été forgé par le feu du dragon, il me semble bien. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Parce que j'ai lu cette saga il y a plus de 10 ans et l'impact émotionnel est encore très fort. Mais les souvenirs de détails de ce genre sont assez faibles parce que j'ai pas une mémoire très performante. Le talent extrême de George Martin, c'est qu'il va vous faire détester des personnages qui vont tellement subir que quelques centaines de pages plus tard, vous allez les surkiffer. C'est inspiré des Rois maudits de Maurice Druon, qui est une intégrale de 10 livres, il me semble, que je vous conseille très très fort de lire. C'est inspiré également de la guerre des 2 roses en Angleterre, que je ne vais pas pouvoir m'étendre dessus parce que j'ai pas lu dessus récemment, donc je serais infoutue de vous la résumer. Et en fait, on a beaucoup d'histoires de complots politiques, de gens qui tirent des ficelles, de gens qui bossent pour leurs pommes, de gens qui bossent pour le royaume, de chevaliers qui sont pas chevaleresques du tout, de chevaliers qui n'en sont pas mais qui sont très chevaleresques. On a une famille qui est éclatée un peu partout dans Westeros, des gens qui croient que tous leurs proches sont morts. On a de la magie qui se réveille aussi. Parce que oui, bon, je ne peux que vous le dire, il y a des dragons. Et pourquoi est-ce qu'il y a des dragons? Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille dans le nord là-haut. Et parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est des histoires de conquête de gens qui gagnent des choses merveilleuses pour les perdre ensuite. Rien n'est stable dans cette saga. Rien n'est stable. Si vous vous attachez à des personnages, vous pouvez avoir prier pour eux parce que c'est pas très bien barré. Mais
C'est vraiment une saga que je trouve extrêmement bien fichue. On est sur une alternance de points de vue. Si je vais vous la montrer s'il y a un sommaire. Ah bah je vous montrerai la carte aussi. Il n'y a pas de sommaire. Donc on est sur une alternance de points de vue qui va devenir de plus en plus importante au fil de la saga, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnages. Certains personnages vont avoir juste un point de vue et ils meurent ou enfin ils disparaissent de l'histoire sans forcément mourir. Mais on va avoir beaucoup de points de vue différents, de familles différentes, etc. C'est un monde d'une richesse. Je sais qu'il y a certains qui n'apprécient pas l'écriture, enfin le style de Georges Martin. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'il va y avoir des personnages de point de vue qui sont à la fois, qui vont être des adultes nobles, qui vont être des gamins pouilleux, qui vont être de jeunes adolescentes. Et son style s'adapte vraiment aux personnages de point de vue qu'il adopte. Et je trouve que c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien pensé sur le plan des complots politiques. C'est pour ça que si vous adorez les complots politiques, lisez Les Rois Maudits. Franchement. Les Rois Maudits, c'est magistral, et Les Rois Maudits, c'est une histoire vraie. Parce que Maurice Druon, c'est un historien, un académicien. Donc il sait de quoi il cause. Et c'est vraiment, enfin, Le Trône de Fer, c'est vraiment une histoire à lire, mais vraiment. Le livre que je vous ai montré, la Fire and Blood, Feu et Sang, ça suit la famille Targaryen 300 ans avant, quand ils sont déjà régnants à Westeros, il me semble. Ça a également été adapté en série télé sur Prime, si je ne me gourre pas. Ça s'appelle House of Dragon, et je trouve que c'est une très belle adaptation. La particularité de Fire and Blood, Feu et Sang, c'est qu'on n'est pas sur des personnages de point de vue, comme dans la saga Le Trône de Fer. On est là sur un maître. Donc un maître, c'est un maître qui a acquis plusieurs compétences dans des domaines très particuliers. C'est un historien en fait qui fait un compte rendu sur les dynasties des Targaryens qu'il suit. Et je vais vous montrer rapidement comment il est fait dedans. Donc vous voyez, 300 ans avant le Trône de Fer, les dragons régnaient sur Westeros. Une histoire des rois Targaryens depuis Aegon le Conquérant jusqu'à Aegon III. La reine Visenya se leva et quitta le hall sans être suivie par le roi. Cette nuit, elle monta Vhagar et retourna à Dragonstone. Quand son dragon est passé devant la lune, il est devenu aussi rouge que du sang. Je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc on a un petit résumé. On a une magnifique illustration des Targaryens. Fire and Blood. Donc c'est des illustrations de Doug Whitley. Et on est chez Harper Voyager sur cette édition-là. C'est en anglais. Ça a été écrit par ce maître-là, qui est l'équivalent d'un moine en gros. Donc c'est l'histoire des rois Targaryens de Westeros. C'est le volume 1 de Aegon I jusqu'à la régence d'Aegon III, par un archimestre. Et faut que je le lise. Alors c'est émaillé de quelques illustrations de Doug Whitley. Je vais vous en montrer quelques-unes, parce que sur du noir et blanc, je trouve ça hyper efficace, n'est-ce pas? Alors quand je dis que les dragons, ça n'a pas la taille d'un cheval, ceci est une madame. Voilà, c'était juste pour vous montrer quelques illustrations comme ça en passant. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où j'ai foutu les nouvelles, et le Chevalier errant non plus. C'est une saga que j'ai prévu de relire en français sûrement, parce qu'en anglais ça va être compliqué, parce que comme je suis une quiche,
J'ai oublié que je l'avais acheté, donc je l'ai acheté en français. Et comme je l'ai oublié que je l'avais acheté, je ne l'ai pas lu en anglais. Et bref, c'est une saga que j'ai prévu de relire de manière chronologique, donc en commençant par Feu et Sang, sur les Targaryens, jusqu'à ce que je n'en puisse plus, entre guillemets, enfin jusqu'au dernier livre, A Dance with the Dragons. George Martin, apparemment, il a bien avancé sur le tome 6 de la saga du Trône de Fer, qui s'appelle Winds of Winter, qui devrait sortir d'ici avant 2030. Et je suis ironique, mais c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est pas respectueux. Mais il a prévu, enfin il faut savoir qu'il a prévu 7 livres dans cet univers-là, et que plus ça va, plus il y a de personnages, d'arcs narratifs, etc., plus l'intrigue se complexifie. Mais il a bien avancé sur le tome 6, il l'a dit assez récemment sur son blog. Il a prévu un 7e tome quand même. Je pense qu'il sait parfaitement où il va aller et il sait parfaitement comment ça va se finir. Et je pense que la fin de la série télévisée diffère complètement de ce qu'il a prévu de faire dans les livres. Ce qui est logique parce qu'il va quand même pas spoiler son boulot. Où là on est bien sur une adaptation et pas un copier-coller de la saga à la télé. Bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon? Donc j'ai prévu de relire tout ça, et je pense très sincèrement que ce soit les lecteurs ou les auteurs amateurs, on va dire, comme je peux l'être, on a beaucoup à apprendre de ce que George Martin a travaillé en termes de... enfin, sur tous les plans en fait. En termes d'alternance de point de vue, mais en focalisation interne, si je ne me gourre pas. En termes de construction de personnages, d'évolution, de création de magie, de créatures fantastiques, parce que si au tout début de la saga, donc je parle là bien de la saga du Trône de Fer, donc pas ce qui est avant sur les Targaryens, on est sur de la low fantasy ou enfin pour moi on est sur de la low fantasy parce que la magie en fait il n'y en a pas ou plus. On en entend juste parler et elle est légendaire. Donc pareil, les créatures, etc. Les dragons, ils savent juste que ça existait parce qu'ils ont les crânes qui sont conservés dans une salle dans le palais de Port-Réal. C'est un monde où, a priori, au démarrage de l'histoire, la magie a disparu. La magie n'existe pas, on sait juste qu'il y avait des choses qui existaient avant, comme les dragons, comme les choses qui se passent dans le nord là et qui relèvent les morts. Et on démarre là-dessus. Et les dragons, ça va revenir éventuellement. Avez-vous vu la série? Avez-vous lu les livres? Enfin bref, c'est un monde qui va s'étoffer énormément en termes de magie par la suite. On n'est pas que sur du complot politique non plus, on est sur des superbes évolutions. On est sur un truc aussi où je trouve que ça rappelle quand même pas mal les romans de chevalerie, parce que du coup les chevaliers, enfin la noblesse d'âme, on va dire, c'est quelque chose qui est pas mal interrogé, même si ceux qui devraient être chevaliers ne sont pas du tout chevaleresques, et à l'inverse, d'autres qui n'en sont pas le sont beaucoup plus. Ce qui est pareil pour les rois ou enfin les dirigeants, on va dire. Et c'est vraiment un monde d'une richesse folle, je vous assure. Et j'aime beaucoup la langue. Donc je vais relire tout ça tranquillement parce que je vais prendre des notes. Et je reviendrai vers vous d'ici quelques semaines, mois, avec des vidéos thématiques sur le... Pas forcément, peut-être sur des théories, je sais pas, mais plutôt sur des constructions. Le truc que j'aime beaucoup aussi, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est contes et légendes, c'est le fait que les contes et les légendes qui font partie de cet univers sont perçus par une majorité de la population comme des contes et des légendes qui veulent rien dire, qui veulent plus rien dire, des contes de bonne femme, entre guillemets. Mais ces contes et ces légendes vont prendre vie. Et ça c'est un truc qui ne peut que m'emporter. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ou de relire la saga.
Je reverrai aussi certainement la série télé. Je vous précise juste par rapport à la série télé que j'ai pu exprimer, je pense, sur ma chaîne que j'ai été extrêmement déçue de la dernière saison. Je parle bien de la saison 8. Mais comment dire, je modérerai mon propos en disant que j'ai vu aussi surtout le documentaire The Night's Watch, je vais y arriver, la garde de nuit, où en fait les équipes expliquaient qu'ils travaillaient depuis une dizaine d'années, qu'ils en pouvaient plus en fait, parce que c'était extrêmement prenant et ils étaient un petit peu tous éloignés de leur famille, etc. Et il y avait des lieux de tournage un peu partout dans le monde. Ils n'en pouvaient plus. Je comprends totalement qu'à un moment, d'un commun accord, ils disent un petit peu tous, bon bah on va conclure. Donc oui, la saison 8 a eu une fin qui m'a extrêmement déçue. C'est la plus grande déception que j'ai pu avoir, je pense, sur une histoire. Mais c'est quand même une série qui m'a vachement emportée. Ça fait partie de ces univers, de ces personnages qui vivront toujours en moi. Et je pèse mes mots. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si je vous l'ai dit dans la vidéo sur la passe miroir, je ne sais pas si je l'aurais diffusée au moment où je diffuserai la vidéo sur le trône de fer, mais dans mon panthéon personnel, j'ai Tolkien, George R.R. Martin, Neil Gaiman et Christelle Dabos. Je les mets tous au même niveau, même si Tolkien est évidemment bien plus ancien, que la langue c'est pas la même, etc. Mais pour moi, dans mon panthéon personnel, je les mets au même niveau. Donc George Martin, pour moi, c'est une grosse valeur sûre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire ou de relire Le Trône de Fer. Si vous n'avez jamais lu Le Trône de Fer, je vous conseille de commencer par la saga, donc par la première intégrale Le Trône de Fer, que j'ai mis je ne sais plus où. J'ai trop de livres. Ah, je crois que les autres, je les ferai après. Je vous conseille de commencer par ça. Parce que ça a été tout bêtement commencé à être publié par... C'est le premier livre à être sorti. Je vous conseille l'ordre de publication et non l'ordre chronologique. Histoire que vous puissiez vous mettre des éléments caractéristiques de l'univers en tête, parce que c'est complexe. Il a un petit peu créé un monde en fait, et une histoire. Donc je vous conseille vraiment de commencer par la saga, et comme vous allez être frustré en arrivant au tome 5 parce qu'il faudra attendre le tome 6, puis le 7, vous pourrez du coup, en attendant, en patientant, lire les recueils de nouvelles, les nouvelles qui font partie des anthologies ou Fire and Blood. Donc à tout bientôt, n'hésitez pas à me laisser un petit mot si je vous ai donné envie de les lire ou de les relire, ou si au contraire ça vous intéresse pas du tout. Parce que oui, alors gros trigger warning, j'aurais dû le dire tout au début, mais gros trigger warning. C'est un monde qui est extrêmement violent. Donc on va parler de viol, on va parler d'agression sexuelle, on va parler d'inceste. Il y a des meurtres qui sont graphiques, c'est un univers qui fait peur, c'est un univers où rien n'est sûr. Donc si vous êtes un petit peu concerné par un de ces trigger warnings, ou si vous êtes juste un petit peu anxieux, essayez peut-être juste celui-là. Si ça passe pas, laissez tomber, vous faites pas de mal, c'est pas le but. Mais donc c'est un monde qui est extrêmement violent. Je pèse mes mots. Après, il n'est pas sur du gore pour du gore. Mais oui, c'est... On va flirter avec les tréfonds de l'âme humaine dans ce qu'il y a de plus dégueulasse, hein, je vous préviens. Mais on va aussi flirter avec ce qu'il y a de plus beau, pas beaucoup, mais on va... C'est le côté, je pense, réaliste de cette histoire-là, c'est qu'en temps de guerre, il se passe des choses dégueulasses. Et oui, c'est comme ça. Donc je vous souhaite à tout bientôt pour de nouvelles aventures, et de toute façon je vous tiendrai au courant quand je vais reprendre quand je vais relire ces livres-là qui font vraiment partie de mon panthéon personnel, j'insiste. À bientôt, et rêvez tout grand d'immenses dragons, ou de tout petits tout mignons.